Oui, faut plus jouer avec lui, je pense. Il va s'arrêter au bout d'un certain temps. Ouais. Ah, il a ramené deux bâtons quand même. Je fume une cigarette avant parce que je trouve que je fume trop pendant les interviews. J'en ai marre de fumer pendant les interviews. Vous voulez fumer maintenant? Ouais. D'accord. Mais Vous voulez pas que ça soit fumé? non, je trouve que je fume trop dans les interviews. Je me cache. Non, non, mais je regarde la caméra. Alors, le style est une qualité de vision. Ah, c'est une bonne question parce que je vais dire que la réponse est oui. La phrase la plus célèbre, enfin en France, sur le style, c'est celle de Buffon. Le style, c'est l'homme. C'est pas faux. Il y a une bonne critique de Nietzsche qui est de faire remarquer qu'il est dans des états physiologiques très variables et que donc son style se modifie en fonction de ces états. Mais comme l'écriture d'un roman me prend assez longtemps, je passe finalement par toutes les gammes d'états physiologiques au cours de l'écriture. Donc ça... Dans mon cas, je pense que ça correspond à l'homme dans son ensemble. Ce qui pose la question de savoir ce que j'ai de particulier, enfin, si j'ai un style particulier. Je pense pas que ce soit ma biographie, qui est relativement banale. Je pense pas non plus que ce soit mes désirs, ni mes peurs, qui sont à peu près ceux de tout le monde. Bon, tout ce qui place pas dans une situation forcément facile, parce que il est plus facile de décrire l'exceptionnel que le banal. Et quand on est soi-même un individu psychologiquement assez banal, en même temps ça peut assurer une plus grande réussite. Parce que la banalité étant le sujet le plus difficile et aussi le plus intéressant. Mais bon, je dirais que ça fait toujours pas un style, tout ça. Enfin, on s'approcherait plus en envisageant ce qui est considéré classiquement comme les qualités morales ou intellectuelles. Il est certain que je suis intelligent, plus intelligent que la moyenne, sans être d'une intelligence exceptionnelle malgré tout, et on peut... ce qui produit probablement une tendance à la généralisation parfois. Il est certain aussi que je suis plutôt plus honnête que la moyenne. Ce qui est parfois pris pour de la provocation. Je pense aussi être travailleur, enfin, pas tellement de naissance d'ailleurs, mais j'ai été éduqué pour être travailleur, ce qui fait que j'ai rarement un style relâché. Mais certainement, ce que j'ai de plus caractéristique, c'est une manière de voir le monde. Déjà, on peut considérer la perception. Hein. Je pense qu'il y a certainement le fait que j'ai une très très forte acuité visuelle de loin, là très supérieure à la moyenne, joue. Je pense que mes descriptions de lieux sont
toujours précise et que il doit y avoir pas mal de détails photographiques. Et j'ai aussi une assez forte sensibilité tactile, alors que les autres sens, oui, odorat, goût, sont modérément développés. Mais au-delà de tout ça, il y a une capacité de détachement, de tout voir comme des objets en mouvement, qu'il s'agisse en mouvement ou immobile d'ailleurs, hein, qu'il s'agisse effectivement d'objets, d'humains ou d'animaux, que j'ai pas tellement observé chez d'autres gens. Par exemple, je me souviens, adolescent, je faisais parfois je me forçais à ne pas bouger mes yeux. Ça pouvait être dans un endroit, dans un lieu public, hein, ou dans un train, les deux étaient intéressants. Enfin, dans un lieu public immobile, je veux dire dans un café, sur un banc ou dans un train. Et donc tout ce qui traversait mon champ de vision était vu par moi avec neutralité. Donc je pense que ça doit jouer pas mal. Et ceci lié à une émotivité forte. Et certainement ce qui peut caractériser mon style. J'aurais tendance à dire aussi que les moments d'intense émotion, chez moi, s'accompagnent souvent d'une espèce de paralysie. Par exemple, émotion pouvant être le désir ou la crainte d'ailleurs. Par exemple, en cas de désir sexuel fort, je suis littéralement paralysé. Enfant aussi, je faisais souvent des rêves où au milieu de la traversée d'une rue, je ne pouvais plus bouger et je voyais les voitures s'approcher pour m'écraser. Donc ça fait tout ça pour conséquence que j'ai probablement pas un style hystérique. Je veux dire par là que les moments d'extraordinaire tension émotionnelle dans mes livres s'accompagnent pas d'une accélération des phrases ni d'une surponctuation, mais au contraire d'un ralentissement confinant à l'immobilité. Donc bon, je vais peut-être conclure en disant que vraiment les aspects les plus importants qui expliquent mon écriture sont ni biographiques, ni psychologiques au sens émotionnel du terme, mais sont vraiment des caractéristiques de la perception. Bon, je ne sais pas quoi ajouter sur la question. Hein. Deuxième question. Oui, je vais tenter d'écrire un petit peu avant, de faire une pause et d'écrire un petit peu avant. Oui, ça m'aide quand même, un petit peu. Parce que sinon je m'arrête trop longtemps entre les phrases et c'est pénible Enfin, ça sera pénible plus tard. Le roman essentiellement est fabriqué par des ils, quoi. Des ils qui sont les personnages. Il y a aussi des romans à la première personne qui sont différents dans le sens que c'est pas vraiment un jeu de la biographie, c'est un jeu de la perception plutôt. Enfin,
c'est le jeu particulier d'un être percevant avec sa manière de percevoir. Disons que dans un film, ce serait plutôt la caméra qu'un personnage, quoi, le jeu d'un roman écrit à la première personne. Mais la poésie a ceci de très particulier que je, tu, il ou nous sont équivalents en réalité. C'est-à-dire il y a une certaine agrammaticalité qui est en fait signifiante d'une absence de distinction réelle entre soi et les autres, et même entre soi et le monde. Je marchais pendant à peu près 2 heures, sur un terrain caillouteux mais facile, avant de rejoindre le couvert boisé. Fox trottait à mes côtés, visiblement heureux de cette promenade prolongée, et d'exercer les muscles de ses petites pattes. Pendant tout ce temps, je demeurais conscient que mon départ était un échec, et probablement un suicide. J'avais rempli mon sac à dos de capsules de sels minéraux, je pouvais tenir plusieurs mois, car je ne manquerais sans doute pas d'eau potable ni de lumière solaire durant mon parcours. La réserve, bien entendu, finirait par s'épuiser, mais le vrai problème dans l'immédiat était la nourriture de Fox. Je pouvais chasser, j'avais pris un pistolet et plusieurs boîtes de cartouches à plomb, mais je n'avais jamais tiré et j'ignorais totalement quel type d'animaux j'étais appelé à rencontrer dans les régions que j'allais traverser. Bij een kuuroord in de Vogezen leest Michel Houellebecq uit zijn nieuwe roman La possibilité d'une île, mogelijkheid van een eiland. Michel Houellebecq, die in een vroeg werk schreef: de eerste dichterlijke stap bestaat erin terug te gaan naar de oorsprong, te weten het lijden. De verschijningsvormen van het lijden zijn belangrijk. Ze zijn niet wezenlijk. Elk lijden is goed. Elk lijden is nuttig. Elk lijden werpt zijn vruchten af. Elk lijden is een hele kosmos. Henri is 1 jaar. Hij ligt met vuile luiers op de grond. Hij krijst. Zijn moeder loopt met klakkende hakken heen en weer door de betegelde ruimte, op zoek naar haar BH en haar jurk. Ze is bang te laat te komen voor haar afspraakje van die avond. Ze wordt gek van het kleine ding vol stront dat daar op de tegels tekeer gaat. Ook zij begint te schreeuwen. Henri's gekrijs verdubbelt. Dan vertrekt ze. Henri is zijn dichterscarrière goed begonnen. There you stood on the edge of a feather, expecting to fly.